L'éducation, a dit Joseph Kizerbo, est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Mais oui, renchérit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation constitue en effet le premier matériau de la construction sociétale et du développement national. Et lorsque s'invitent des situations d'urgence dans un pays, l'éducation devient une préoccupation de tous les instants. L'éducation en situation d'urgence se trouve au cœur de l'audience du tribunal de l'actualité de ce jour avec Germaine Kaboré Tenkodogo, secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Bonjour Madame Kaboré et merci d'honorer notre convocation. Bonjour à Monsieur le juge. Bonjour. Quatrième audience du tribunal de l'actualité cette semaine avec des juges au siège bien en place. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Trade TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Première articulation de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. On démarre cette séquence avant-propos des juges avec Bernard Bougma. Merci président. Mon avant-propos va concerner les hydrocarbures, donc notamment le carburant, l'essence et le gazole. Nous sommes entrés dans la nouvelle année avec la crise du carburant. On se rappelle de longues files d'attente au niveau des stations-service qui pourraient avoir du carburant et tout. Donc il y avait ces ravitailleurs, là, ceux qui faisaient le ravitaillement. Il y en a aussi qui en payaient beaucoup pour aller stocker à la maison. Donc le ministère était obligé de sortir un communiqué pour interdire, donc un arrêté, pour interdire la vente, l'achat au bidon. Donc les stations-service se sont conformées à cela. La conséquence de cette mesure, c'est qu'effectivement pour les entreprises c'est compliqué, parce que quand vous avez un groupe électrogène, vous ne pouvez pas déplacer le groupe électrogène à la station. Donc vous arrivez avec votre bidon de 20 litres ou plus, mais les pompistes refusent de servir parce qu'il y a une mesure qui l'interdit. Conséquence, vous ne savez pas quoi faire. Ceux qui sont disposés à en vendre, ce n'est pas de carburant de bonne qualité, de qualité douteuse disons, parce que ce n'est pas des stations en bonne et due forme. Et puis pour justifier après les dépenses, parce que c'est des entreprises, c'est compliqué. Donc, et là, effectivement, la mesure présente des limites. J'ai dit bien pour les entreprises qui sont de bonne foi, vous arrivez, mais vous ne pouvez pas vous ravitailler parce que le pompiste refuse, compte tenu de la mesure. Parce que si ça nuit, son gérant va lui taper dessus, le patron du gérant va taper sur le gérant, et ainsi de suite. Donc, chacun craint, et donc chacun se bat, comme on appelle ça, se débrouille pour respecter cette mesure-là. Et ceux qui sont chargés de trouver le carburant pour le groupe électrogène au niveau des services, actuellement, ça devient compliqué, surtout que nous sommes en train de rentrer dans la période de délestage. Nous sommes en train de rentrer dans la période de délestage et ça devient très très compliqué pour compte tenu des pics de chaleur qui arrivent. Naturellement, au Burkina, on sait que c'est une période où il y a beaucoup de délestage. Donc, ça devient compliqué. Mais comment est-ce qu'on allège ça? Est-ce qu'il faut donner des permis spéciaux à ces personnes-là? Ou bien les simples présentations des documents d'une entreprise c'est suffisant? Moi, je ne sais pas. Mais il y a à trouver une solution. Sinon, ça va être très difficile pour beaucoup d'entreprises pour avoir du carburant, aller alimenter les groupes électrogènes pour souvent prendre le relais en cas de délestage. Et surtout que beaucoup fonctionnent avec des groupes électrogènes. C'était mon avant-propos à qui de droit. Il y a fort à faire. Il va falloir trouver des solutions palliatives pour faire face à cette situation d'urgence aussi qui s'annonce. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner Bobo Dioulasso. Mardi, il y a eu officiellement l'installation du comité de suivi des recommandations concernant le foncier, parce que là-bas aussi, quoi qu'on dise, c'est une bombe. Et pour exemple, ils ont rappelé que 26 sociétés immobilières se partagent pas moins de 3000 hectares de superficie de cette commune-là, Bobo Dioulasso.
Et à côté de cela, il y a la réalité de la prolifération des habitats spontanés. Donc c'est un genre de cocktail qui n'est pas du tout bon. C'est pas le genre de cocktail bon à boire. C'est plutôt un cocktail explosif. Et donc il faut désamorcer cela. On se rappelle que sous la houlette du gouverneur de la région, il y a un comité de réflexion qui avait été mis en place, lequel a sorti un certain nombre de recommandations. Et c'est justement le comité qui vient d'être installé qui va travailler à son suivi. Et le comité, pour être prudent, a voulu être assez large avec ceux qui sont dans la défense du droit au logement et les autres acteurs qui sont dans le domaine pour que il y ait un aspect plus inclusif dans la démarche. On espère que ça va marcher, sans oublier que au niveau plus macro, au niveau national, on est dans une autre démarche de réforme concernant justement le domaine foncier. Et ça n'a pas l'assentiment pour l'instant dans certains points, notamment de sociétés de promotion immobilière. Cela fait grincer des dents pour d'autres qui estiment que l'État n'est pas forcément la meilleure, le plus fiable en matière de gestion, parce qu'on se rappelle que dans un passé plus ou moins récent, ceux qu'on envoyait à la MACO ou dans les autres maisons d'arrêt de correction, c'était des maires, c'était des commis de l'État. Donc il y a vraiment un gros problème là-dessus et les réflexions sont en train d'être menées. En tout cas, Bobo-Dioulasso temps de prendre le problème à bras le corps, on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir ce que cela va donner. Le moins que l'on puisse dire en tous les cas, c'est qu'on a plusieurs situations d'urgence, économie, foncier, social, tout ce que vous voulez, l'éducation aussi, et on en parle justement aujourd'hui, mais en attendant, voici venu le temps des questions de généralité, les questions de généralité à notre convoqué du jour, Germaine Caboret-Tinkodogo, elle est secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence. Bernard Bougman. Ma première question, c'est simple, c'est pour faire connaissance avec ce que c'est que le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est quoi ce secrétariat technique et depuis quand est né ce secrétariat justement qui s'occupe de la situation d'urgence en matière d'éducation? Merci beaucoup pour la question. Et disons que depuis le début de la crise, et le ministère, vous savez bien que cette crise, cette guerre, l'école burkinabé est la première cible. Et le ministère essaie de faire face. Il y a d'abord eu la stratégie de scolarisation des élèves qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire. Et par la suite, le ministère a élaboré une stratégie nationale de l'éducation en situation d'urgence et le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence a été créé pour la mise en œuvre de la stratégie. Laquelle stratégie entend coordonner toutes les réponses d'urgence et pour assurer la continuité éducative. Donc voilà de façon résumée ce que c'est que le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence, qui est une structure attachée directement au cabinet du ministre. Donc ça dit que c'est vous qui vous occupez de relocaliser, de trouver des écoles pour les élèves en situation d'urgence. En général, comment ça se passe? Alors, lorsqu'il y a rupture de la scolarité, ça veut dire que si les élèves se déplacent, et même ceux qui sont restés dans les zones de choc, il faut trouver des solutions pour assurer la continuité éducative. En termes simples, pour que les élèves continuent d'apprendre. Les élèves qui se déplacent, on essaie de les accueillir dans les zones où ils se sont déplacés. Et pour ce faire, chaque année, monsieur le secrétaire général prend une note pour inviter tous les acteurs à recevoir ceux qui sont dans les établissements publics, à recevoir tout élève déplacé sans autre forme de procès. Même ceux qui n'ont pas les actes de naissance, on les reçoit en attendant de trouver une solution. Ceux qui sont restés dans les zones de choc, et nous avons trouvé une solution qui est de recruter des enseignants communautaires qui sont des natifs de la localité, qui acceptent enseigner parce qu'ils sont là-bas et ils peuvent venir en aide à l'éducation pour que les élèves qui sont restés dans les zones de choc effectivement continuent à apprendre également. Donc voilà de façon résumée ce que je peux dire à ce sujet. Justement, quand on regarde, moi j'aime bien les statistiques. Aujourd'hui, combien d'enfants, de nos enfants sont concernés par cela? Et puis, même le monde enseignant aussi. Ok. Bon, disons que aujourd'hui, alors près d'un quart des structures éducatives est fermé.
pour faits d'insécurité. Et le secrétariat technique produit chaque mois un rapport. Il y a le rapport trimestriel aussi. Et pour le mois de février, à la date du 28 février 2023, pour le seul mois de février, 66 structures éducatives ont été fermées. Mais pour le mois de février, nous avons un cumul de 6134 structures éducatives fermées, depuis le préscolaire, en passant par le primaire, le post-primaire et le secondaire, l'enseignement technique, toutes les structures éducatives. Mais ce rapport montre qu'il y a eu une baisse par rapport à janvier 2023, où le nombre de structures fermées était de 6383. Ça veut dire qu'il y a des structures qui ont été relocalisées. Si par exemple vous allez à Dori, vous allez voir des espaces temporaires d'apprentissage qui accueillent les élèves de CITENGA. Donc c'est un ensemble de mesures qui permet de rouvrir des classes dans les zones de repli pour pouvoir accueillir les élèves déplacés internes. En fait, je posais la question parce que si ma mémoire est bonne, les chiffres qu'on avait pour novembre, fin décembre, on parlait de 679 écoles fermées. Et le chiffre était porté à quoi? 6253 écoles fermées. Et puis quand on prenait le nombre d'élèves qui étaient touchés, on passait de 977 187 à plus d'1 million. Voilà pourquoi ma question était de savoir dans les plus d'1 million, 76 155 enfants qui sont touchés. Et ça, c'est depuis fin décembre. Quelle est la proportion que vous arrivez à atteindre? Parce que j'imagine que ce n'est pas la totalité de ces enfants-là. Si. Alors, pour le rapport de février, c'est 1 050 172 élèves qui sont affectés par les fermetures. C'est un cumul. Et ça veut dire que si vous allez à Boussou, au cours du mois de janvier, il y a eu des mouvements et toute la SEP de Boussou a été fermée, y compris le post-primaire et le primaire. Alors donc on capitalise tous ces élèves, l'effectif. Mais lorsque les élèves se déplacent, vous convenez avec moi qu'il y en a qui vont s'inscrire par eux-mêmes, mais il y en a qui sont accueillis officiellement. Mais l'outil que nous avons actuellement, il faut qu'on arrive à bien le peaufiner et que les acteurs terrain renseignent quotidiennement l'outil, ceux qui accueillent les élèves déplacés internes, que ce soit dans les structures privées ou publiques, que l'information puisse remonter pour que nous ayons un chiffre exact de ceux qui ont pu se réinscrire pour continuer. Sinon, si vous voyez plus d'1 million d'élèves touchés, ça ne veut pas dire que ce million-là, les élèves sont en rupture scolaire. Non. La preuve est que lorsque, à la rentrée, nous avons eu un appui pour pouvoir faire le profilage des élèves qui sont hors école. Ça veut dire qu'on a laissé, les cours ont démarré le 1er et le profilage a commencé le 15 octobre. On s'est rendu compte qu'on était à un chiffre qui montrait que ça ne vaut pas les 1 million. On voulait 100 000 élèves hors école. Nous n'avons pas pu atteindre les 100 000 élèves hors école. Nous avons pu atteindre 49 000. Et ces 49 000, d'autres déjà étaient positionnés pour des réinscriptions. Mais il faut le dire aussi, il y a beaucoup d'élèves qui sont hors école. Et cette situation, c'était même avant la guerre. Et en 2016, la DGES du MINA-PLN a réalisé une étude sur les élèves hors école. Et cette situation de guerre est venue aggraver la situation des élèves qui sont dans la rue et des élèves qui sont en rupture scolaire. Élèves hors école, ça veut dire quoi? Ce sont des élèves qui ne sont pas dans les CBNF, dans les centres d'éducation de base non formelle, qui ne sont pas dans les passerelles, dans les SSAP, qui ne sont pas dans les écoles primaires, qui ne sont pas au collège et qui ont l'âge et qui sont dans l'obligation scolaire, qui doivent être à l'école. Une précision, qui sont dans l'obligation scolaire ou bien qui sont à l'école mais qui ne vont pas à l'école? Qui ne Parce sont que vous dites des élèves hors école. Ce que je veux comprendre, c'est qu'il est régulièrement inscrit mais il ne va pas à l'école, ou bien il a l'âge d'aller à l'école mais il ne va pas à l'école. Il y a du tout. Okay. Il y a ceux qui devaient être inscrits à l'école parce qu'ils ont 7-8 ans, qui n'ont pas été inscrits. Il y a ceux qui sont déscolarisés pour une raison ou pour une autre. Voilà, il y a du tout. Est-ce que justement vos chiffres prennent en compte toute cette catégorie d'élèves qui ne vont pas à l'école et je crois que la question du juge, c'est de savoir quelle proportion le secrétariat arrive à récupérer dans ce cas-là, sur le 1 million. C'est ça le sens de votre question? Alors, ceux qui sont là, c'est ceux qui sont affectés par les fermetures. Par exemple, si vous dites que la SEP de Koubri
Et si vous dites que la commune de Koubri, toutes les structures éducatives sont fermées, nous regardons, il y avait déjà des statistiques qui montrent qu'il y a 5 préscolaires, 10 écoles primaires, 10 CG, 10 lycées avec tel effectif. Et c'est ça que nous captons. Maintenant, ceux qui sont réinscrits, si vous voyez dans le rapport, vous avez 262 388 qui sont réinscrits. Ce sont ceux qui sont réinscrits dans les écoles relocalisées. Ceux qui sont allés ailleurs, dans les écoles publiques, les écoles privées, l'outil, il faut que l'outil descende jusqu'aux écoles primaires et que l'on puisse capter cette information. Sinon, actuellement, ce chiffre-là, les élèves réinscrits dépassent largement ce chiffre-là. Donc, je comprends qu'il y a ceux qui vont sur l'initiative des parents et pour lesquels il y a des difficultés de recoupement. Mais je me dis, est-ce que la dynamique, la machine, elle est enclenchée dès qu'on sait qu'il y a des fermetures? Auquel cas, lorsqu'il y a des fermetures, est-ce que ce sont des, comment dire cela, ce sont des enfants qui sont suivis ou bien qui sont d'une façon ou d'une autre réorientés avec une bonne communication, une sensibilisation à l'endroit des parents, parce que c'est tout ça qui permet à la fin d'avoir des statistiques fiables. Sinon, après, bon, ça sera compliqué, je vous comprends. Alors, nous sommes dans la dynamique d'améliorer ce que nous faisons. Et avec l'appui des partenaires, nous avons pu concevoir un dispositif opérationnel de prise en charge des élèves déplacés internes. Donc, c'est le premier jet d'abord. Nous allons valider ce dispositif et puis le vulgariser pour que tous les acteurs qui sont concernés, chacun puisse, à son niveau de responsabilité, prendre les dispositions qu'il faut, depuis l'accueil de l'élève déplacé interne jusqu'à son insertion dans une salle de classe donnée. Sinon, actuellement, les acteurs du terrain font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas une feuille de route qui leur dit, lorsque les élèves viennent, voilà comment vous devez faire, etc. Ça manque et nous sommes en train de travailler pour corriger cela. Parce que les élèves qui arrivent, ils sont traumatisés, souvent ils viennent sans papier, il faut des entretiens avec les parents pour pouvoir les orienter dans les divisions pédagogiques. Il faut un suivi pour voir est-ce que l'élève arrive à s'adapter dans son nouvel environnement, est-ce qu'il s'insère avec ses camarades, est-ce qu'il arrive à travailler comme il faut, parce qu'il y a eu une rupture. Donc, je suis d'accord avec vous, et il faut qu'on améliore pour pouvoir, si cet outil-là, opérationnel-là, est mis en œuvre, nous aurons des statistiques plus fiables en ce qui concerne les élèves déplacés, ceux qu'on a pu réinscrire et qui poursuivent, et ceux qui sont toujours hors école et qu'il faille chercher à réinscrire. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, les statistiques que l'on a ne sont pas fiables, madame. Oui, je vois que juge Geoffroy va rebondir. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui se sont déplacés et qui ont rejoint les structures éducatives, on n'a pas un chiffre exact. Okay, oui. Bon, moi je suis un peu suivi parce qu'on est quand même on n'est pas au début de notre crise sécuritaire, hein. On est plusieurs années dedans et à chaque fois on a le pouvoir central qui nous partage ces chiffres-là qui font mal, en tout cas. Ça, c'est une réalité. Quand on entend des écoles qui ferment, on se dit, bon, pourquoi tant de temps? C'est parce qu'au niveau de l'administration, il y a du mal à structurer ça, ou bien c'est parce que les structures elles-mêmes ne sont pas assez sensibilisées, et là encore, ça incombe forcément aussi au pouvoir central, au ministère qui devrait travailler là-dessus. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à combien d'années après, bon, on a l'impression quelquefois aussi qu'on nous vend des choses. Lorsque des autres sont attaqués, les écoles sont fermées et tout, quand psychologiquement l'enfant on le prend des fois aussi en charge parce que nous n'oublions pas que quand l'école a fermé et que l'enfant il a fui avec ses parents, c'est pas quelqu'un qui revient dans des conditions d'apprentissage au même titre que l'autre. Donc il y a quand même un petit accompagnement, il y a des petites choses. Et bon, ça c'est du rôle aussi de l'État, lorsqu'on parle du caractère égalien des choses. C'est des structures qu'on met en place, j'imagine qu'il y a tout ça et peut-être expliquez-nous, ça va nous aider à comprendre. D'accord. Alors, le problème est compliqué parce que quand il y a fermeture d'école, il y a des élèves qui restent dans les zones de choc. Et vous savez bien que les enseignants vont partir. Donc, parmi les élèves affectés, il faut qu'on sache combien sont restés sur place. Là, c'est un problème. Qui vous donne ces statistiques pendant que les enseignants sont partis? Puisque là, c'est vraiment au mois de février. Alors, après, ceux qui sont partis, ils vont dans tous les sens. C'est difficile
Voilà, c'est difficile. Et comme je vous l'ai dit, la structure est là depuis longtemps. Mais vous-même, vous voyez que la crise ne fait que... la crise s'est exacerbée. Lorsque vous trouvez une solution pour une localité donnée, à peine vous avez trouvé la solution, qu'il y a alerte ailleurs. C'est pas simple. Voilà. Donc maintenant, si je reviens à votre situation, il y a quand même un accompagnement. Les enseignants qui sont dans ces zones-là ont été formés en appui psychosocial. Ça veut dire eux-mêmes comment ils doivent se comporter lorsqu'il y a une situation, comment il faut mettre les élèves à l'abri quand il y a alerte, etc. Les élèves que vous accueillez, comment vous faites l'accompagnement. Mais actuellement, on ne peut pas dire que toutes les régions touchées, tous les enseignants ont reçu la formation. Mais les premières régions, les 6 premières régions à fort défi sécuritaire, la plupart des enseignants ont été formés. Il y a un minimum qui est fait, mais nous sommes d'accord qu'il faut améliorer. Et si vous prenez les enseignants eux-mêmes, qui sont souvent traumatisés, chassés, on retire leur moto, etc., il faut un suivi psychologique. Il y a un dispositif, mais au regard du normal actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits à ce niveau. Nous cherchons à nous améliorer. Donc voilà ce que je peux dire. Pour vous dire que ce n'est pas comme si rien n'est fait. Il y a la formation en appui psychosocial. Il y a la formation en appui psychosocial. Beaucoup d'enseignants ont été formés. Et il y a la formation sur la protection de l'enfant. Il y a des thématiques de l'ESU. Et il y a même les curricula de l'ESU qui ont été conçus. Et ce sont des curricula que l'on peut dérouler en 5 mois, en 4-5 mois au lieu de 8 mois. Et qui permet de valider l'année scolaire. Il y a des cours de rattrapage, des cours de vacances que l'on organise. Tout cela, c'est pour pouvoir aider les élèves qui ont été en rupture scolaire pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu et continuer d'apprendre. Et continuer d'apprendre, je crois que nous étions sur des questions de généralité qui ont glissé dans le cœur du sujet. Nous sommes avec Germaine Kaboré-Tenkotogo, elle est secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Et vous le savez très bien, notre éducation est dans une situation d'urgence, dans plusieurs situations d'urgence d'ailleurs, parce que ce n'est pas seulement la crise sécuritaire qui fait partie de votre panier d'action. Ce secrétariat a été créé par décret en avril 2019, si je ne m'abuse, pour répondre évidemment à la crise sécuritaire qui affecte le système éducatif national. Et il est chargé de coordonner et de suivre, entre autres, la mise en œuvre de la stratégie nationale, vous l'avez indiqué, la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence, ainsi que les interventions des humanitaires, des acteurs et des partenaires de l'éducation en situation d'urgence. Presque 4 années maintenant donc que ce service a été créé. Quel bilan on peut faire de votre action aujourd'hui? Alors, disons que le bilan à mi-parcours a été fait et validé en décembre 2022. Et pour pouvoir prendre en compte ce qui a marché dans la mise en œuvre de cette stratégie et procéder à des réorientations là où ça n'a pas marché. Et il faut dire que au niveau des nouveaux défis, on peut relever le fait qu'il n'y a pas un maillage au niveau des nouvelles régions touchées. Les nouvelles régions touchées, il n'y a pas un maillage des associations et ONG. Ce qui fait que pour agir là-bas, c'est très difficile. L'État est presque seul dans les nouvelles régions et c'est très difficile. Il faut aussi dire que au niveau du pilotage, je vais prendre un terme, au niveau du pilotage, nous voulons aller plus en détail pour pouvoir aller jusqu'au niveau école, niveau établissement, pour qu'il y ait des répondants, parce qu'actuellement nous avons des points focaux au niveau des directions régionales. Et nous avons convié les directions provinciales, il faut aussi qu'il y ait des points focaux là, mais il faut qu'on aille au niveau établissement au regard de l'ampleur de la crise. Il y a le fait aussi que ce qu'il faut relever comme défi, c'est au niveau de l'information, capter l'information, surtout financière. Il y a un outil que le cluster éducation a mis en place. Cet outil doit être renseigné par tous ceux qui interviennent au niveau de la réponse en éducation. Cet outil, c'est l'outil 5W, voilà, qui fait quoi, où, quand, pour qui. Et cet outil n'est pas très souvent renseigné à temps et n'est pas très bien renseigné aussi par certains intervenants. Et actuellement, le cluster a
à l'issue de cette validation, le cluster a entrepris de former les acteurs terrain au remplissage de cet outil. Et ils sont sur le terrain actuellement dans les zones de Dédougou, Tenkoro, etc. Pour que les intervenants comprennent qu'ils doivent renseigner l'outil, qu'ils doivent renseigner toutes les parties de l'outil, y compris la partie financière, pour qu'on ait une information claire de ce qui est fait au niveau de l'ESU. Sinon, l'information est tronquée et ça ne permet pas d'avancer. Ça ne permet pas d'avancer. Beaucoup de défis pour ce secrétariat technique dont justement les attributions sont énormes. Il y en a plusieurs. Vous avez évoqué la prise en charge psychosociale et psycho-affective des personnels d'éducation et des élèves affectés par les situations d'urgence. Il y en a plusieurs autres. Je vais donc laisser la parole au juge. Bernard Bougma, oui, on a un petit tableau introductif de ce que c'est que ce secrétariat technique et des défis qui se posent à lui. Tout à fait. Bon, un commentaire avant de poser ma question suivante. Pour les statistiques, je comprends que c'est très compliqué parce qu'en début d'année, nous avons eu l'audio de cette école, de cet internat au niveau de la région du Nord, qui disait aux parents que bon, pour des raisons sécuritaires, l'internat, l'école, l'établissement ne pourra plus accueillir d'élèves. Et donc chacun n'a qu'à se débrouiller avec son enfant. Et l'établissement a d'autres partenaires où les enfants peuvent s'inscrire pour ceux qui veulent. Mais bon, notre système n'est pas informatisé. Donc quand un enfant qui s'appelle Oudraogo, je ne sais pas moi, et qui quitte une localité pour aller dans une autre localité, ça va être pratiquement au sud du pays ou à l'ouest du pays pour aller s'inscrire, vous n'avez aucune trace de cet enfant. Exactement. Vous ne savez même pas s'il a repris l'école ou pas. Ça. Donc, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut reconstituer des statistiques fiables? On est en retard sur la question de l'informatique. On est là-dessus. Donc, c'était d'ailleurs ma question. Oui. Parce qu'on est très en retard. Alors qu'un fichier informatisé, ça permet le suivi. Chacun a un numéro d'identifiant unique et on sait que tel numéro renvoie à tel enfant. Quel que soit l'établissement où l'enfant est allé s'inscrire, on a la traçabilité et c'est réglé. Donc, ma question c'était, où en êtes-vous avec l'informatisation du système? C'est vraiment une question d'actualité. Depuis plusieurs années, la DGS même était là-dessus avant que la crise ne s'aggrave sur l'identifiant unique, disons même depuis l'acte de naissance. Oui, tout à fait. Depuis l'acte de naissance, pour qu'on sache qu'à 6 ans, l'enfant doit être à l'école. Et si l'enfant n'est pas inscrit dans une école, on doit pouvoir interpeller les parents. Et si l'enfant se déplace, il se déplace comme il y a un numéro, on peut suivre les traces de l'enfant. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui se déplacent, il y en a qui font plusieurs déplacements. Ils font un premier site d'abord, peut-être à Kaya, ils terminent l'année, et l'année suivante, ils viennent peut-être à Ouagadougou ou à Bobo. Ça va permettre de suivre les enfants et d'avoir des statistiques fiables. Sinon, à ce jour, je ne peux pas vous laisser dire que c'est plus d'1 million d'élèves qui sont hors école. Ce n'est pas la bonne information. Mais c'est ce que disent les statistiques. Non, les statistiques disent affectés. Plus d'1 million d'élèves affectés par les fermetures. Ça veut dire là où ils étaient, l'école est fermée. Donc on suppose qu'ils sont en rupture scolaire. Maintenant, on doit pouvoir suivre chacun et faire une opération mathématique pour dire, parmi ceux qui ont quitté Boussou, qui sont 700, voilà 500 sont restés à Goursi, 100 sont à Ouayougia, 50 à Ouagadougou. Donc faisant la part entre l'effectif d'élèves et d'enseignants affectés et l'effectif réinscrit effectivement. À différents lieux, et on verra maintenant ceux qui sont hors école. Voilà. Tant qu'on ne va pas arriver à cela, on ne peut pas faire une analyse et puis dire que ces 1 million là affectés, ça veut dire qu'ils sont touchés, c'est eux qui sont concernés actuellement. C'est tout. D'accord, donc je profite de faire mon interpellation au ministère de l'administration territoriale qui longtemps dans sa politique de réforme de l'état civil était en train de travailler sur le numéro d'identifiant unique. Et d'ailleurs l'ancien président de la CENI, Newton Amer Barry, en a parlé longuement, il fallait l'avoir et c'est plus facile d'ailleurs de suivre les gens, de faire la traçabilité. J'ai dit vraiment on est en retard sur cette affaire-là. Maintenant l'autre question c'est sur les questions d'appui psychologique. Vous savez que les métiers d'accompagnement au Burkina ne sont pas très bien perçus. Vous avez un problème, vous dites d'aller voir un psychologue, la personne te dit je ne suis pas fou. Alors que ce n'est pas une affaire de folie. On ne vous a pas dit psychanalyste, on vous a dit psychologue. Les métiers d'accompagnement ne sont pas très bien perçus au Burkina. C'est d'ailleurs vilipendé, c'est sali et tout. Donc,
pour la question d'appui psychologique, concrètement, comment ça se passe? Parce que des cabinets de psychologues à Ouagadougou, ça ne court pas les rues. Ceux qui en ont installé évitent même de mettre la plaque. Parce que si vous mettez la plaque, si quelqu'un entre là-bas, ils sont dit il est fou, il est venu voir un psychologue. Donc il y en a que je connais, il y a beaucoup que je connais, ils ne mettent pas de plaque. Ils ne renseignent pas, ils disent pas que c'est un cabinet, c'est de bouche à oreille, c'est sur la base de la confiance. Et puis c'est une catégorie de personnes qui se cachent également d'ailleurs pour aller en consultation psychologique. Alors que la personne a besoin de guérir de ses blessures. Donc par rapport à cet accompagnement psychologique, par exemple, des enseignants, comment est-ce que ça se passe quand l'enseignant est traumatisé? Comment vous le récupérez pour pouvoir assurer ça? Et ça se passe comment? Alors, vous avez touché au nœud du problème parce que nous n'avons pas une culture d'aller vers un psychologue quand il y a un problème. Lorsque les années arrivent et on traumatise les enseignants, les élèves y compris, les enseignants, chacun part dans sa famille. Lorsque le responsable, le directeur provincial se renseigne, l'autre est déjà à Gawa, un autre à Bobo, dans sa famille, chacun part avec son problème. Voilà. Très souvent, on n'a pas le réflexe d'aller dans les centres de santé pour voir un psychologue expliquer son problème, discuter. Alors, ce fait que les enseignants ont l'impression qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Sinon, ceux qui sont vraiment traumatisés, il y a une prise en charge. Et il y a des ONG même qui interviennent. Vous avez NRC qui travaille beaucoup sur ça. Il y a beaucoup d'ONG, SAVE, etc., qui peuvent aider dans les zones. Et il y a aussi des médecins, un pool de psychologues qui avaient été formés et qui peuvent recevoir. Mais sur place, il y a le référent à Yalardo. Mais très souvent, les gens s'en vont. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une coalition des fonctionnaires victimes de terrorisme qui sont passés au ministère pour qu'on échange. Ils ont dit qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il y en a qui sont blessés, qui sont traumatisés. Mais nous aussi, on ne fait pas le pas vers les structures habilitées. Et souvent aussi, la dernière fois nous étions à Dédougou, il n'y a pas un psychologue à Dédougou, ce sont des aides. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est surtout la culture que nous n'avons pas. Si vous allez là-bas, on dit que vous êtes fou. Donc les gens évitent. Alors que discuter avec un spécialiste, ça aide beaucoup. Mais au niveau des enseignants, nous avons des expériences quand même qui sont prometteuses. Si vous prenez le sud-ouest, la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle a mis en place une cellule d'écoute avec les encadreurs qui sont d'un certain âge, des enseignants qui sont d'un certain âge et qui sont au bureau, pour recevoir tous les enseignants qui ont été traumatisés ou qui ont reçu la visite des ANI pour échanger avec eux, les orienter, etc. Ils vont même sur le terrain, là où les gens ont repris, pour essayer de les accompagner, de les rassurer, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que, en tout cas, nous sommes ensemble dans cette situation difficile-là. Oui, mais madame, cette question-là est de votre responsabilité aussi, oui, mais puisque dans vos attributions, vous devez veiller à la prise en charge psychosociale et psycho-affective des personnes affectées. Oui, nous tentons, mais au regard du nombre aujourd'hui, et je ne peux pas dire que c'est une réussite, mais en tout cas, il y a un dispositif. Ceux qui se présentent au STESU ou dans les directions déconcentrées, il y a un accompagnement. Voilà. Et l'accompagnement... Vous ne devez pas attendre que les gens se présentent aussi, vous devez pouvoir aller vers les gens, oui ou non? Oui, on y va pour assurer des formations, pour des visites, on va faire eux sur le terrain, etc. Mais lorsqu'il y a une situation et que les gens s'en vont, vous ne pouvez pas rejoindre chacun là où il est parti. C'est ça aussi la difficulté. Est-ce que dans votre service au ministère, il y a un bureau, c'est écrit cabinet de psychologue? Non, ça, il n'y en a pas. Ou bien vous travaillez avec des structures, des cabinets privés nous travaillons surtout avec les ONG. Je sais cela aussi parce que c'est très les important. Associations, voilà. Il y a les ONG, il y a les associations qui interviennent beaucoup. Et si vous prenez NRC, il y a un programme, Better Learning Programme, que NRC a développé. Actuellement, c'est la formation d'un pool de formateurs au plan national qu'ils ont pu former. Mais dans leur zone d'intervention, le centre Nord, il y a beaucoup d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques qui sont déjà formés. C'est à travers des jeux, c'est tout un programme d'éducation que l'on doit faire en classe, en activité pédagogique, à travers des jeux et sa détresse. Aider l'enfant, aider l'enseignant à quitter son stress et à retrouver
quand même une santé et une confiance pour pouvoir continuer le travail. D'accord. C'est la 4e audience de la semaine pour le tribunal de l'actualité. On parle éducation et surtout éducation en situation d'urgence avec la secrétaire technique de ce service qui se trouve donc au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales. Nous sommes donc au cours de cette audience en train de parler de ces élèves affectés, de ces enseignants affectés, de leur prise en charge psychologique. Oui, Geoffroy Vara, je vois que vous voulez intervenir. Oui, c'est vrai que souvent... On a coupé un peu Bernard, mais bon. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y d'abord, je pose la Alors, je question. voulais ajouter aussi que si vous prenez la région du Nord, il y a le conseil diocésain, voilà, la CDC, qui accompagne les enseignants également. Ils appellent un spécialiste et c'est comme une conférence où ils échangent, ils leur donnent les rudiments et ils leur permettent de discuter entre eux, d'expliquer les situations vécues et d'échanger. Ça soulage beaucoup. Donc nous sommes en train d'approcher toutes ces ONG-là pour capitaliser les expériences pour pouvoir aller de l'avant. Oui, Geoffroy Vara. Oui, mais vous êtes le secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Donc, je me dis qu'il y a une bonne partie qui vous incombe. Vous nous citez ce que certaines initiatives en soutien font, mais ils viennent en soutien. Donc, ça veut dire que c'est vous qui deviez être là, on va dire le clair de l'offre sur ce chapitre-là. Quand on entend quelquefois le monde enseignant, sur la question sécuritaire, ils disent à leur corps défendant être un peu délaissés. Je sais, il y a beaucoup qui nous écoutent. Vous aurez toujours quelqu'un que vous connaissez qui en a subi les affres, qui est parti, mais quand vous lui dites de retourner vers ces zones-là, c'est une torture. C'est une vraie torture, parce qu'il s'est débrouillé pour se remettre lui-même de la situation qu'il a vécue. Et donc, quand c'est comme ça, vous avez un enseignant comme ça, bon, déjà donner son savoir, c'est un process. Et quand vous êtes dans une situation aussi difficile, c'est encore plus compliqué. Comment on gère ça? Parce que c'est un bon monde aussi qu'on risque de perdre petit à petit. Alors, je pense que les enseignants sont gérés comme tous les autres fonctionnaires. Il y a des dispositions en la matière. Si vous êtes victime d'un accident du travail, si on doit vous indemniser, il y a un arrêté pour ça. Voilà. Souvent, peut-être que nos jeunes frères ne sont pas informés. Et il y en a qui quittent le terrain pour venir jusqu'au secrétariat technique, alors que l'information doit partir du terrain, des structures déconcentrées, et remonter sous forme de rapport. Et en dehors de ceux, par exemple, il y a des gens qui ont des fractures, qui préfèrent aller chez les rebooters. C'est difficile à prendre en charge. Sinon, c'est très rare que le terrain, les responsables qui sont sur le terrain ne viennent pas en aide à un enseignant qui a été blessé ou qui a été victime de vol. La preuve est que chaque année, le ministère est à sa 3e édition pour la collecte, la contribution volontaire. Ce sont les enseignants et les élèves qui contribuent de façon volontaire et chaque année les motos volées sont remboursées et les biens, etc. Il y a une indemnisation et une cérémonie qui est faite et ce sont les gouverneurs qui sont là pour que tous les dossiers sont remontés, que l'on puisse procéder à l'indemnisation. Mais en dehors de ce que le ministère fait, puisque vous dites que c'est de notre rôle. On parle aussi des traumatismes. Hein, oui, voilà. Les traumatismes également, ceux qui se présentent sont référés. Voilà. Ceux qui se présentent sont vraiment référés. Et il y a un suivi. Alors, maintenant, ce qui est de la loi, ça concerne tous les autres fonctionnaires. Voilà. Et je pense que jusqu'à présent, on peut avoir des cas. Parce que les intéressés ne savent pas quelle est la démarche. Ça peut arriver. Mais sinon, ceux qui déclarent depuis le niveau déconcentré et que l'information remonte, très souvent, en tout cas, ils sont pris en compte. Actuellement, nous sommes en train de nous préparer pour procéder à cette cérémonie d'indemnisation de ceux qui ont été victimes depuis les vacances jusqu'à maintenant. Et puis bon, autre élément aussi, c'est que je parlais un peu des enseignants, mais on parle un peu de ce que vous faites. Il faut reconnaître qu'il y a qualitativement, quand on regarde au moins les résultats, on pourrait dire qu'il y a un travail qui est fait. On a vu les résultats pour ceux qui ont candidaté aux différents examens qui sont dans des situations d'urgence. On voit les taux de réussite, ils sont bien meilleurs que ceux de 2021. Quand vous prenez je pense que j'ai quelques chiffres ici, mais je ne vais pas aller dans le détail, BEP, CAP, BPC,
quand vous prenez bac, on est un cran au-dessus. Ça veut dire au moins que, bon, ça travaille. Comment on encadre tout ça? Parce que je vois un peu les recherches que j'ai eu à faire. Il y a la formation à distance qui est possible, il y a ce que vous appelez le profilage et tout ça. Donc ce sont autant de possibilités pour pouvoir les accompagner. Alors, pour l'accompagnement, peut-être que je vais revenir sur ça de façon globale. Il y a d'abord ce que nous faisons pour l'accès, pour accroître l'accès. Au niveau de l'accès, vous allez, si vous parcourez les régions actuellement, vous allez voir des espaces temporaires d'apprentissage. Lorsque pendant les périodes de juillet-août, la situation s'aggravait, le ministère de l'économie a bien voulu nous permettre de faire des régulations pour dégager des ressources supplémentaires de plus de 3 milliards envoyés aux 13 régions pour réaliser des espaces temporaires d'apprentissage. Même à Ouagadougou, vous allez voir ça dans les quartiers périphériques, afin d'accroître l'offre et permettre d'accueillir les élèves déplacés internes qui se présenteraient à la rentrée. À la date de décembre-janvier, ces ETA ont été réalisés et ça a permis en tout cas d'accueillir beaucoup d'élèves et de scinder des classes de plus de 100 élèves, de plus de 200 élèves dans les 13 régions. Il y a aussi que dans certaines zones où les enseignants ne peuvent plus retourner, nous avons recruté les enseignants communautaires. Si vous voyez le nombre l'année passée, c'est 100 enseignants communautaires qui ont été, ils ont une prise en charge de 120 000 francs par mois pour 9 mois. L'année passée, ils étaient 100. Cette année, ce nombre risque d'atteindre les 500. Si vous prenez le Lorum, au poste primaire, ils sont 19. Au primaire, c'est une centaine. Vous prenez l'Est, pendant le mois de janvier, il y a eu leur formation. Ils étaient une centaine, rien que pour la commune de Fada. Sans compter Pama, Patiara, etc. Donc tout ça, c'est pour accroître l'offre pour que les élèves ne restent pas en dehors de l'école. Alors, maintenant, au niveau de la qualité, puisque vous avez parlé de la qualité, au niveau de la qualité, il y a les différentes formations. Et ces enseignants communautaires dont vous parlez, on les forme. Et au niveau des écoles, bon, comme nous sommes en guerre, alors il faut travailler, il n'y a plus de loisirs. Et puis, quand on vous confie une classe d'examen, il faut donner le maximum d'efforts pour réussir. Et souvent, ce sont des effectifs réduits qui sont dans ces zones-là. Et ça permet un meilleur encadrement. Et comme il y a l'accompagnement du ministère, ils ont les documents, on a fait les ressources pédagogiques, les annales qui ont été données. Quand ils sont en rupture, il y a un programme que l'on déroule, vous avez parlé de ça, programme d'éducation par la radio, pour que les enfants écoutent les émissions, ils écoutent des leçons, ils écoutent des contenus éducatifs pour ne pas être en rupture totale avec l'école. Parce que d'un moment à l'autre, ils peuvent reprendre. Et quand ils reprennent, avec les jeunes qu'on a sur place et les enseignants, souvent ils se retrouvent à 4 pour une seule classe, ceux qui sont dans les zones de repli. Si vous allez à Oyukia, vous allez voir une salle de classe où les enseignants sont 4 ou 5. Donc si vous êtes 4 ou 5 pour 100 élèves, bon, avouez que quand même si chacun prend en charge 20 élèves pour encadrer de façon spécifique pendant les heures de pause, pour voir de façon spécifique les difficultés de l'élève et l'aider à progresser, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut atteindre de meilleurs résultats. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de la qualité que nous avons constaté malgré les difficultés. Germaine Kaboré Tenkodogo, titulaire d'un Master 2 en sciences de l'éducation depuis 2017. Elle était précédemment directrice régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du centre et à la tête du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence depuis mai 2022 seulement, donc moins d'une année. Elle est notre invitée à cette audience du tribunal de l'actualité. Bernard Boukman. Oui, moi je vais maintenant m'intéresser aux enseignants communautaires. Oui. Et voilà. Comment est-ce que vous les outillez pour qu'ils puissent avoir la base minimale, même d'un point de vue, j'insiste encore, sur les questions psychologiques, parce que lui-même il est issu de la localité, vous le prenez pour l'aider à dispenser des cours, mais souvent c'est même pas évident pour lui, n'en parlons pas de ses élèves. Comment est-ce qu'il intègre ces questions pédagogiques, mais aussi l'appui psychologique des apprenants, des élèves, disons? Alors disons que les enseignants communautaires, pour la plupart, ce sont des enseignants titulaires d'un titre de capacité. Okay. Si vous avez bien
bien suivi, il y a eu un boom au niveau des écoles de formation d'enseignants à un moment donné. Et comme l'État et le secteur privé n'ont pas pu recruter tout le monde, voilà, il y en a qui sont sans classe. Et ce sont eux que nous recrutons. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc déjà cette base. Voilà, donc ils ont toute la formation au niveau des écoles de formation, psychologie de l'enfant, droit des enfants, etc. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, ce sont des enseignants. Alors, de façon exceptionnelle, cette année, nous avons recruté des titulaires de baccalauréat que nous avons formés pendant 3 semaines à Lumbila pour le Sahel. Parce qu'à leur niveau, il était difficile pour cette année. Pour l'année passée et l'année surpassée, ceux qu'ils ont pu recruter sont titulaires du CAP. Mais pour cette année, les DR ont confié que ça allait être difficile. Et c'est ce que le ministère a concédé. C'est la même chose pour le Lorum. Les enseignants du poste primaire qui sont au Lorum et à l'Est, ce sont des titulaires de licence, de maîtrise, etc. Mais ils ne sont pas enseignants. Et nous avons procédé à leur formation afin de leur donner les BABA avant qu'ils ne puissent continuer le travail. Donc rassurez-vous, nous avons un œil sur cet aspect technique des choses. Mais comment vous les accompagnez? Parce que... Alors l'accompagnement. Enseignant communautaire, en principe, c'est la communauté qui vous prend en charge. Okay. Si vous prenez des pays comme la Centrafrique, le Congo, c'est la communauté qui vous donne l'huile de palme, les ignames, les sacs de riz et une petite rémunération. Mais ici, vous savez dans quelle vulnérabilité sont nos communes. Et les gens ont tout perdu et ce n'est pas facile. Donc, l'État prend en charge ses enseignants communautaires à hauteur de 120 000 francs par mois pendant 9 mois. Ce qu'il y a comme difficulté à ce niveau, c'est que les 2 années précédentes, c'est un paiement unique en fin d'année. Cette année, nous sommes en train de nous battre pour que ce paiement intervienne à la fin de chaque trimestre et pourquoi pas plus tard à la fin de chaque mois, pour permettre à ces enseignants engagés là d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes aux enfants qu'on leur a confiés. D'accord. Mais il y a aussi ce mot d'enseignants affectés mais qui n'a pas bougé. Depuis la rentrée, qui ont été affectés mais qui n'ont pas bougé. Parce que quand l'affectation venait, l'école a pu se terminer dans la localité, donc n'était pas concernée. Mais à partir de cette rentrée, il n'y a pas eu de classe. Donc la classe ne s'est pas ouverte. Monsieur ou madame a été affecté, mais personne n'a bougé. Soit dans le chef-lieu de province, et puis bon, attendre un jour l'ouverture des classes. Ces enseignants-là, aujourd'hui, est-ce que vous avez le point d'ailleurs de ces enseignants? Et je pense que depuis 2019, il y a un dispositif qui permet d'abord, en cas de rupture des activités pédagogiques, que les chefs de circonscription essaient de voir si dans la circonscription, ou bien si c'est dans une province pour le poste primaire et secondaire, s'il y a une partie qui est fonctionnelle, on redéploie les enseignants d'abord vers ces villages, cette partie fonctionnelle, pour appuyer ceux qui sont là-bas. Parce que naturellement, vos élèves vont se déplacer là-bas parce que c'est le site le plus proche. En dehors de cela, dans la même province, on peut changer de CEB, si c'est le primaire. Voilà. Si par exemple vous prenez la CEB de la province de Nubritenga, avec la situation qui est arrivée tout récemment à Zitenga, on peut redéployer les enseignants de Zitenga, soit à Urugumanra ou à Zignareville ou même à Lumbila. Là, c'est un premier niveau, au niveau de concentré. Ou bien même changer de province. Si on voit qu'il y a beaucoup d'élèves du côté de Zoro, on redéploie une partie là-bas. Là, c'est toujours au niveau local. Dans le cas contraire, le DR envoie une liste à la DRH pour dire que voici une liste d'enseignants qui peuvent être redéployés au plan national. Et là, c'est en concertation avec les enseignants concernés. Depuis 2019, il y a plus de 6 000 enseignants qui ont été redéployés par la DRH. Maintenant, il y a toujours quand même des petites failles, parce que quand il y a un problème, on ne redéploie pas tout de suite. Il y a de fortes chances que peut-être 1 mois, 2 mois après, les populations retournent. Et si vous avez redéployé tout le personnel, qui va retourner là-bas? Il y en a qui sont gardés en réserve, quoi. Comme ils disent pas en réserve, mais on les garde à côté. Okay. Et dans le site le plus proche, généralement au chef-lieu de province ou de région, en attendant de nouvelles perspectives. Voilà. Si leur école, s'il y a accalmie, on discute avec eux et généralement ils retournent. Voilà. Ceux de Pama sont retournés et je pense que ça va. Alors, on a
Juste encore une minute rapide. Geoffroy Vara a une dernière préoccupation. Non, c'est encouragé parce que dans tous les cas, on est dans une situation qui est très difficile. C'est pas demain ou après-demain qu'on est sûr qu'on va mettre fin à cela. Dans chacun des compartiments, il faut faire ce qu'on peut. Et puis, je pense aussi que c'est sur la base de la volonté des uns et des autres. On sait que l'enseignant aujourd'hui, il est presque au fond. Hein. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, quand on parle de la proportion de fonctionnaires qui sont touchés, c'est d'abord les enseignants. C'est leur tirer chapeau et puis se dire que c'est pas facile. Mais comme tout le monde dans chaque compartiment, il faut lutter. C'est bien cela. Oser lutter, toujours lutter. D'ailleurs, quand vous preniez service, vous avez dit que c'était avec beaucoup d'appréhension. Moins d'un an après, ces appréhensions sont-elles passées? Vous avez du punch, vous avez le cœur à l'ouvrage et vous espérez que les choses vont s'arranger? J'espère de tout cœur que les choses vont s'arranger parce que j'ai l'appui de ma hiérarchie et l'appui de mes collaborateurs du terrain, de toutes les structures du MENA-PLN qui nous accompagnent et surtout des partenaires techniques et financiers qui œuvrent sans relâche sur le terrain, aux côtés des enseignants, pour que les enfants puissent continuer d'apprendre et qu'ils apprennent dans de très bonnes conditions. Une situation d'urgence du côté de l'éducation, une situation préoccupante, mais les efforts sont accomplis pour arranger et pour amenuiser les impacts. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée à l'éducation en situation d'urgence au Burkina avec Germaine Kaboré-Tinkodogo, elle est secrétaire technique de l'éducation en situation d'urgence. Merci Madame Kaboré d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci au juge Bernard Bougma, merci. Merci à Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV pour votre attention et pour votre fidélité. Et restons de tout cœur avec nos combattants qui payent de leur vie la sauvegarde de la patrie et prompt rétablissement à tous les blessés ainsi qu'à tous les malades. En attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.